Bonjour à tous, chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter la 317e section de Pierre Schoendoerfer. Dans un premier temps, je vais m'attacher à remettre cet écrit dans son contexte historique, qui est celui de la guerre d'Indochine. Je vais ensuite vous parler de notre auteur, qui a été plongé dans ces combats en tant que caméraman. Il a assisté à de nombreuses batailles, dont celle de Dien Bien Phu. Ainsi, je vais pouvoir vous parler de la 317e section qu'il a écrit, qui est un texte à mon sens fondateur de l'ensemble de son œuvre, et je vais pouvoir me concentrer sur la conception du combat, la conception du héros et de cette histoire d'homme qui devient un homme dans la guerre. Je finirai par vous parler de l'héritage de Schoendoerfer à la France. Parlons de la guerre d'Indochine. L'Indochine, jusqu'en 1954, c'est une conquête française qui se trouvait en Asie. Elle s'est bien consolidée en 1887, elle regroupe des régions conquises à partir de 1858, le Tonkin, le Laos, la Nam, le Cambodge et la Cochinchine. La France n'a pas une stratégie de peuplement, mais plutôt d'exploitation économique. Ce sont des ressources minières dans le nord, en particulier dans le Tonkin. En Cochinchine, on cultive du riz et il y a du caoutchouc naturel. Donc, avant l'occupation, c'est une colonie industrielle importante qui a pris de l'ampleur, notamment avec l'installation de grands groupes, comme Michelin. L'Indochine, c'est une présence française dans l'Extrême-Orient avec une belle ouverture sur la mer de Chine. Donc, un atout régional très important dans notre influence commerciale. Aussi militaire si on l'avait gardé, mais on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, l'Indochine, ça a vraiment été un des piliers de notre économie. C'était une possession de notre empire qui était prestigieuse, mais le rapport entre la France et les populations locales n'était vraiment pas idéal. Malgré toutes les bonnes choses que la France a assurément apportées, voilà, il y avait une pression fiscale qui était trop forte, c'était de l'exploitation, et beaucoup de Vietnamiens n'étaient pas contents. Les choses se sont passées ainsi, après voilà, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous allons voir comment tout ça s'est cassé la figure. Nous sommes au lendemain d'un conflit terrible. L'Europe a subi une guerre abominable. L'un des objectifs premiers de la France, c'est de se reconstruire matériellement et moralement. Il faut comprendre que les conditions dans lesquelles nous avons obtenu la victoire a été dures et le peuple français est épuisé, pour ne pas dire lassé. Pour la guerre d'Indochine, je le précise parce qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais même à l'époque, en fait, c'est une guerre dont on ne parlait pas. L'occupation japonaise, jusqu'en 1945, a laissé une ouverture favorable aux indépendantistes, avec un certain Ho Chi Minh qui dénonçait dès 1920 l'oppression française. Il fonde en 1930 le Parti communiste indo-chinois, avec l'aide des Chinois, et le Viet Minh est créé en 1941 pour lutter contre les Japonais et contester le colonialisme français. Je vais être rapide. En 1946, la France va essayer de se mettre d'accord avec le Viet Minh en créant une fédération d'États associés à l'Union française. En gros, on reconnaît le Vietnam, mais on conserve nos intérêts économiques, culturels, bref. Ça marche pas du tout, le Viet Minh va massacrer une vingtaine de Français, l'armée française réplique en tirant avec de l'artillerie sur Haiphong, sur le port d'Haiphong. Le Viet Minh officialise l'insurrection à Hanoï, qu'on va reprendre d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est le début de la guerre d'Indochine. Les combats vont se dérouler dans le nord du pays, sachant que Ho Chi Minh, Giap et son état-major, se cachent à la frontière avec la Chine. On peut diviser le conflit en deux parties. La première de 1946 à 1949 et la deuxième partie de 1949 à 1954. La différence entre ces deux périodes est que la guerre d'Indochine va s'intensifier d'une certaine manière à partir de 1950 et s'inscrire véritablement sur la scène internationale dans le contexte de la guerre froide. La Chine communiste, à partir de son avènement, va considérablement soutenir l'effort de guerre Viet Minh, avec des armes et des conseillers militaires. La France, qui avait l'initiative sur le Viet Minh de 1946 à 1949, va subir une contre-attaque très importante à partir de 1950, et cela jusqu'en 1954. Finalement, c'est l'URSS et les puissances communistes derrière qui financent des soulèvements dans les colonies européennes pour déstabiliser notre influence et notre hégémonie dans ces régions. Nous, c'est avec les Américains en fait qui font pareil, avec le plan Marshall et du matériel militaire qu'ils vont nous filer pour faire la guerre. Voilà, par exemple, tout le matériel de nos soldats, c'est du matériel américain de la Seconde Guerre mondiale. Des carabines USM-1, des pistolets mitrailleurs Thompson, des chars Sherman. Bref, le monde est grossièrement partagé entre les capitalistes et les communistes. C'est un conflit, du moins dans sa première partie, où on se retrouve avec des combattants qui ne sont pas en uniforme, et où la reconnaissance d'un combattant est très complexe. Un peu le problème de toutes les guerres civiles. Mais bon, ça va
changé un petit peu à partir de 1950 avec le soutien logistique et l'encadrement chinois. Mais le fanatisme et la détermination qui est propre aux insurgés sera toujours présent. Le Viet Minh se bat très durement avec des méthodes de guérilla extrêmement violentes, et même envers les leurs. Leur mode d'action, c'est la terreur, et les Français vont rudement mener la guerre contre cet ennemi insaisissable dans la jungle. Bref, le dénouement de cette guerre, c'est Dien Bien Phu, et vous savez comment ça va se passer? Très mal. Tout se termine tragiquement. Les forces françaises vont être attirées, concentrées, encerclées et piégées dans cette cuvette. Les opérations commencent le 20 novembre 1953, avec l'opération Castor qui a pour but de prendre la vallée. On retrouve notamment le chef du 6e BPC, qui n'est d'autre que Marcel Bijard, qui reviendra à Dien Bien Phu le 28 mars. Cette bataille, elle commence vraiment du 13 mars et elle finit le 17 mai 1954. Le Viet Minh va prodigieusement acheminer de l'artillerie dans les montagnes pour pilonner les positions françaises dans un déluge de feu. Le 15 mars, on perd Béatrice et Gabriel. Isabelle sera complètement coupée du reste des autres militaires. Le terrain d'aviation est réduit à néant à partir du 26 mars. Et en gros, du 26 au 3 mars, ça va être un petit moment de pause. Le Viet Minh va réorganiser ses unités, faire creuser des tranchées. Et du côté français, voilà, on réadapte le dispositif de défense et on consolide les abris. Donc là, on est vraiment complètement isolé. Les seuls moyens de nous approvisionner ou d'avoir des hommes, c'est aéroporter. En avril, c'est la bataille des 5 collines. Pour Giap, l'objectif est tout simplement de prendre possession de la face est du camp retranché et de ses organes vitaux. On rentre dans la saison des pluies, il y a de la boue partout, les soldats sont approvisionnés par parachute et le vent porte l'approvisionnement chez l'ennemi, et dont certains de nos parachutistes. Ils ont des DCA russes très performantes, nous on a le napalm américain, bref, c'est le cauchemar. Il y a des combats très durs, il y a même une contre-attaque française sur Héliane 1, les légionnaires attaquent au lance-flammes, ça se termine au corps à corps, les Français chantent la Marseillaise en se battant, c'est formidable, mais les taux se resserrent et on perd énormément de terrain lorsque nous arrivons début mai. L'offensive finale Viet Minh commence donc le 1er mai. Le camp français fait plus que 1 km² et le grand assaut final, c'est le 7 mai. Il n'y a plus que 3000 soldats français épuisés qui se battent courageusement sur les tirs d'artillerie du Viet Minh. Et au cours de la nuit, il y a quand même 133 soldats français qui ont été parachutés. Ils vont recevoir l'ordre de se rendre le 7 mai, donc à 17h30. J'aimerais conclure cette partie avec des chiffres que je vais vous afficher. J'ai rarement eu autant de mal à trouver des chiffres cohérents, justes, ou du moins à faire une bonne moyenne. D'ailleurs, je vais vous partager ces chiffres qui sont là, qui se trouvent dans ce bouquin. C'est la guerre d'Indochine de Yvan Cadeau, de l'Indochine française aux alliés à Saigon, 1940-1956. C'est assez rigoureux, c'est assez précis, vraiment il décrit tous les événements, en l'occurrence de la bataille de Dien Bien Phu, c'est très complet, et donc je vais m'appuyer sur ces données-là. Nous arrivons maintenant à notre auteur-réalisateur. Pierre Schoendoerfer est né en 1928, il est d'origine alsacienne, même s'il n'est pas né là-bas, il se sent vraiment alsacien. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, certains membres de sa famille sont engagés dans la Wehrmacht, et comme il a un peu plus d'une douzaine d'années et qu'il se sent français avant tout, il espère la victoire à l'Est de ses proches et la défaite allemande, et la victoire donc de la France sur notre territoire. Son père va mourir en 1945 pour la France, son frère va être dans la brigade Alsace-Lorraine qui avait pour commandant le colonel André Malraux. Je vous dis ça parce que c'est très important en fait quand on regarde un petit peu le positionnement et les réflexions qui s'infusent dans les livres et les films de Schoendoerfer. Il a des cousins germains qui ont été malgré nous, comme des milliers d'Alsaciens, et à côté des membres de sa famille qui ont été des FFI. Il a été témoin de la guerre avec des points de vue différents. Alors, nous allons retenir 3 points essentiels chez Schoendoerfer. Le voyage, l'aventure et la guerre. Il associe les trois. Alors, d'ailleurs, il partira sur la mer, faire pêcheur. Ça va pas lui perdre du tout, il reviendra. Pour lui, en fait, la vie, c'est fortune carrée. En fait, il veut faire de sa vie fortune carrée. Et là, en fait, c'est très très important. J'ai ce petit bouquin de Joseph Kessel, qu'il va d'ailleurs rencontrer un peu plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce bouquin, c'est l'histoire d'hommes qui sont vraiment très très durs. Mais on a Yves Courrière qui fait une présentation du livre, qui préface ce bouquin, qui explique cette histoire virile, met en scène 2 hommes violents et sans attache, Akimov et Henri de Monfray, dans un cadre époustouflant de beauté, le Yémen, la mer Rouge, l'Éthiopie-Somalie.
En fait, là justement déjà, il y a le voyage évidemment qui se révèle dans ce bouquin, mais il y aura aussi la nature qui va être quand même très très présente dans l'œuvre de Schoendorfer, et en particulier dans L'Art du roi. Bref, mais cette histoire virile met en scène deux hommes violents et sans attache. Il y a une histoire d'aventure et il y a aussi une histoire de virilité qui va aussi se rencontrer un petit peu dans la suite des œuvres de Schoendorfer. Donc je pense que vraiment Fortune carrée, c'est vraiment une œuvre qui a quand même une grande influence sur l'ensemble de ses réalisations. Bref, plus tard, il revient de son aventure de pêcheur qui n'a pas vraiment marché, et il rentrera dans le service cinématographique des armées en se portant volontaire pour l'Indochine, qui incarne déjà pour lui le voyage et l'aventure. Voilà, c'est aussi pour lui une manière de rentrer dans le cinéma, parce qu'il avait vraiment envie de rentrer dans le cinéma. Il arrive en Indochine en 1952, fait la connaissance de Raoul Coutard, avec qui il va se lier d'amitié. Il va alors accompagner des soldats, participer à des combats, avec de préférence des parachutistes ou la Légion, qui vont directement dans le feu de l'action. Il va être pris dans des accrochages, participer à des escarmouches, accompagner des opérations commando et assister à des victoires françaises. Il participera donc à la plus grande défaite de l'armée française, qui est Dien Bien Phu. Il a d'ailleurs un Colt 1911 et des grenades qu'il va utiliser au moment où ça commence à craindre. Le seul moment où il a vraiment peur, c'est quand il n'a plus de pellicule. Il sera blessé plusieurs fois, légèrement, et une fois gravement. Pierre Schoendorfer va témoigner de la violence des batailles, de la violence des combats, avec une expérience très concrète de la guerre. Il produira de très belles images sur la vie de ces hommes sur le terrain, et voilà quoi. Alors lorsqu'on parle de Schoendorfer maintenant, là, il a 23-24 ans. Donc Schoendorfer a fait énormément de connaissances, donc Raoul Coutard, mais aussi Brigitte Friand, avec qui il travaillera pour ses réalisations futures. Mais il va aussi faire la connaissance d'un homme qui va marquer sa vie et qui va être son ami. Il s'agit de Jean Perrault, photographe du SPI. En mars 1954, la bataille de Dien Bien Phu est bien engagée. Schoendorfer saute sur la zone et est blessé pendant qu'il filme les combats du premier BEP qui attaque le Piton de la côte 781 pour neutraliser un canon Viet. C'est le 8 mars. Il est soigné à Hanoï et repart quelques jours après avec le bataillon de parachutistes vietnamiens, le 18 ou 19 mars. Alors d'ailleurs, j'ai retrouvé ces images sur le Piton de la côte 781, et ce sont donc les dernières images connues et réalisées par Pierre Schoendorfer. On va retrouver aussi le caméraman André Lebon, qui va perdre une jambe, et le photographe Raymond Martinoff, qui va mourir à 27 ans. En fait, ils vont sauter tous les deux sur une mine. Il y a Jean Perrault et Daniel Camus. Le dernier avion décolle de Dien Bien Phu le 27 mars. Après, la piste n'est plus du tout exploitable pour le décollage, mais déjà à partir du 26, en fait, ils ne font plus atterrir d'avion. Donc à Dien Bien Phu, on ne peut que venir, en étant parachuté, et on ne peut pas repartir. Schoendorfer est plongé dans cet enfer. Il dit quelque chose de très important, c'est qu'il savait qu'ils étaient perdus. Rationnellement, il savait qu'ils allaient tomber. Mais émotionnellement, il y avait une espérance de sortir vainqueur. Mais finalement, tous les hommes vont devoir se rendre et détruire leurs armes le 7 mai. Schoendorfer est considéré comme un criminel de guerre aggravé car c'est un propagandisme du colonialisme et de l'impérialisme. Schoendorfer va détruire sa caméra et ses bobines, mais il va quand même en conserver 6, car il envisage déjà de s'évader avec Jean Perrault. Et c'est ce qu'ils vont faire 10 jours plus tard, en sautant d'un camion en route. Ils vont se faire rattraper, lui à ce moment-là il est d'ailleurs persuadé de se faire fusiller, mais Jean Perrault ne va pas se faire rattraper. Et Schoendorfer n'a jamais réussi à retrouver sa trace. C'est comme si la jungle l'avait aspiré. On ne sait pas ce qu'est devenu Jean Perrault aujourd'hui. Il a disparu comme un nuage, pour reprendre les mots de Schoendorfer. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué parce que c'était un ami. Concernant ces pellicules, elles ont probablement été prises par Roman Carmen. Et peut-être qu'elles se trouvent actuellement en Russie. En fait, on ne sait pas réellement où elles sont aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que les dernières images de Dien Bien Phu, de la guerre d'Indochine, elles ont été tournées par Schoendorfer. Et aujourd'hui, on ne sait pas où elles se trouvent. Peut-être à Moscou, on ne sait pas. La captivité dans les camps vietnamiens, les marches forcées, l'humiliation, les mauvais traitements, la mort de ses camarades, tout cela va être très dur à vivre pour Schoendorfer. Il s'estime solidaire de tous les individus ayant été détenus dans des conditions abominables, qu'ils aient été déportés par les nazis ou capturés par les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera libéré le 24 août 1954. Il passera environ 4 mois de captivité. Pierre Schoendorfer dessinera le livre de la 317e section
à Jean Perrault. Nous nous retrouvons une dizaine d'années plus tard. Pierre Schoendoerfer souhaite réaliser le film La 317e section. Le producteur, Georges de Beauregard, n'est pas convaincu par le scénario. Il va alors entreprendre la rédaction du livre. On retrouve le lieutenant Torrens, commandant de la 317e section, composé de supplétifs, ainsi que l'adjudant Wilsdorf. Nous sommes en 1953 et ils doivent partir de leur poste à Luang Ba, qui se trouve au nord du Cambodge, pour rejoindre à 100 km au sud la position de Tao Tsai. Wilsdorf va avoir le rôle du conseiller expérimenté qui va se lier d'amitié avec le commandant Torrens. Nous accompagnons cette section dans la jungle laotienne jusqu'à dans la mort. Torrens, à la fin, meurt. C'est un récit assez noir et réaliste dans sa conception. C'est un récit d'aventure, et nous ne sommes pas dans une œuvre avec un patriotisme particulier. C'est la solidarité entre ces hommes avant tout. Mais c'est bien un écrit qui s'inscrit dans l'histoire de France. La 317e section, c'est un témoignage vibrant à la guerre d'Indochine. Élément curieux, mais qui peut se comprendre avec une volonté probablement des producteurs de rapprocher les événements que vont vivre la 317e section de l'événement historique de la bataille de Dien Bien Phu, c'est que le livre commence le 26 avril 1953 et se termine le 4 mai 1953. Le film, lui, commence le 4 mai 1954. Voilà, c'est une petite anecdote. Son écrit veut refléter la réalité de la guerre avec ces hommes, la solidarité, ce qui naît entre eux, sans moralisme sur pour ou contre la guerre d'Indochine. On est avec les combattants, on rentre un petit peu dans leur tête, ou plutôt on ressent l'expérience empirique de Pierre Schoendoerfer. C'est comme si on était à côté d'eux, et à aucun moment on a le point de vue de l'ennemi. Le narrateur ne veut pas du côté du Viet Minh qui est une force mystérieuse. Il y a une certaine ambiance, on ressent la jungle, la moiteur de toutes ces choses. Mais attention, nous ne sommes pas dans une œuvre littéraire extraordinaire pour autant. On ressent plus le talent et de cette maturité dans le développement de cet environnement qu'est la jungle dans La Dure Roi. En tout cas, nous sommes plongés dans la jungle et nous allons rencontrer quelques combats. Ces combats sont bien plus présents et mis en scène dans le livre que dans le film. Ils sont plus graphiques, pour ainsi dire. Je trouve aussi que le personnage de Wilsdorf, par rapport au film, est beaucoup plus développé. Et nous allons en parler. Wilsdorf, c'est un personnage qui est très présent dans l'œuvre de Schoendoerfer. On va dire même son esprit. Le frère de notre Wilsdorf, de la 317e section, est présent dans Le Crabe Tambour. Nous avons Norbert Multot, qui était chef du service culture et cinéma chez Valeurs Actuelles, qui fait une représentation de ce personnage à travers l'ensemble de l'œuvre de notre auteur-réalisateur. Et il écrit, je vais vous lire, c'est quelque chose qui a été révélé par Bénédicte Chéron, qui a fait une biographie sur Pierre Schoendoerfer. Il écrit, c'est vraiment... attendez, hop, je retrouve la page, c'est vraiment très très intéressant ce qu'il écrit sur Wilsdorf. Wilsdorf appartient à la grande race des aventuriers du devoir, selon la formule de Maurice Druon. Quand les viettes vont le tripoter, ça leur pètera à la gueule. Frère du vieux sous-officier baroudeur de la 317e section et cousin du sergent Leroy de La Dure Roi, il est passé des rivières du Tonkin au Djebel d'Algérie. Et d'une guerre à l'autre, guidé seulement par ses valeurs reçues et éprouvées dans l'adolescence, son engagement et son sens de l'honneur l'ont conduit sur le banc des tribunaux d'exception. 20 ans plus tard, il est devenu commandant d'un chalutier de pêche dans le Grand Nord. Très bien, maintenant on va voir un petit peu comment Schoendoerfer a construit ce personnage et ce qu'il représente dans son œuvre. C'est peut-être en fait là le moment le plus important de tout ce que je souhaite vous partager. Là j'ai vraiment besoin de votre attention. Pierre Schoendoerfer, en Indochine, il est marqué par certains officiers supérieurs, comme Marcel Bijard, qui était à Dien Bien Phu, ou bien même Jean Delattre de Tassigny. Ces personnes, ces figures militaires, l'auteur va les mystifier pour créer ces héros charismatiques, combatifs, loyaux, comme l'est Wilsdorf, et aussi le capitaine Caron dans l'honneur d'un capitaine avec un style différent, sans le côté baroudeur téméraire qu'incarne Wilsdorf par excellence. Hier, vous avez appris ce que c'est que la guerre. Aujourd'hui, nous allons la faire. Dans la 317e section, Schoendoerfer en profite pour évoquer un sujet qui est lui aussi un peu évoqué dans le film, c'est le sujet des malgré nous. Wilsdorf, alsacien, a été engagé dans la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale et a combattu les Russes. Il s'est engagé dès le début de la guerre d'Indochine et son passé ne l'a pas empêché de lier des liens forts avec des hommes ayant été des résistants en France. Vous le savez, pendant la guerre d'Indochine, il y a eu beaucoup de soldats allemands engagés, ou des anciens malgré nous, des Français recrutés dans l'armée allemande parce que l'Alsace était annexée au Troisième Reich. Ça te fait quel effet de perdre des guerres, toi? Mais t'as l'habitude, t'étais dans la Wehrmacht. Par conviction? J'étais mobilisé. L'Alsace était Volksdeutsch, annexé. C'est vrai, j'ai servi dans l'armée allemande, ça m'emmerdait, mais enfin quoi, faut pas non plus. Puis tout
tout de même. Smolensk, Voronezh, Koursk, Kharkov, putain. Il y a très probablement 30 000 soldats allemands qui se sont engagés dans la Légion étrangère et sont partis en Indochine. Pour information, l'opération Barkhane au Mali, c'est environ 5 000 soldats français. L'auteur en parle dans son roman et dans son film, ça doit être un des premiers à en parler, parce que c'était quelque chose qu'on n'évoquait pas à l'époque, hein. C'était quelque chose d'un petit peu tabou encore. Bénédicte Chéron souligne que dans l'œuvre de Pierre Schoendoerfer, les héros s'inscrivent dans la longue tradition de la représentation de l'héroïsme guerrier en Europe, mais pas dans quelque chose d'homérique, car ces hommes ne sont pas des demi-dieux. Ils souffrent physiquement et moralement, ils n'ont pas des capacités extraordinaires, d'ailleurs les combats ne sont pas particulièrement épiques. Sauf peut-être le dernier dans le bouquin, la 317e section, qui l'est un peu plus. Leur mort ou leur succès ne vont pas changer grand-chose au cours de l'histoire avec un grand H. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que Wilsdorf incarne cet héroïsme. Il incarne ce personnage guerrier, courageux et aguerri au combat qui est un pur combattant, un vrai aventurier. Anne, passe-moi le FM, je sais où ils sont, moi. Une dizaine, avec 4 ou 5 fusils seulement. On en a bousillé 2. C'est un récit, le livre et le film, avec une atmosphère virile. Je vous redonne la définition du Larousse sur la virilité, qui est relatif à l'homme adulte, au sens littéral et maintenant au sens figuré, qui témoigne de l'énergie, de la fermeté que la tradition prête au sexe masculin. Pour Schoendoerfer, la guerre est un moyen de passer à l'âge adulte. Et c'est exactement l'image que nous avons avec Wilsdorf. On retrouve cet homme très dur, qui reste très humain, et qui va transmettre son savoir, son expérience à l'autre héros de l'histoire, avec qui il va vraiment se lier d'amitié, et qui est notre jeune commandant Torrens. Il va même d'ailleurs l'accompagner dans la mort, d'une certaine manière. Blessé, Torrens va rester sur les lieux où ils se sont fait prendre en embuscade. Il va dire à la section de partir et va garder sur lui son fusil et une grenade que Wilsdorf va lui confier. À la fin, on comprend qu'à l'approche des Viettes, il se fait sauter. Sur la page d'en face, on apprend que Wilsdorf est mort en Algérie le 7 décembre 1960. C'est très sobre comme écriture. Rien n'est vraiment glorifié, mais les hommes sont restés dignes et courageux face à leur adversaire. C'est assez froid, hein. Après, c'est le premier bouquin de l'auteur. Il y a une réflexion très intéressante, issue de livre Pierre Schoendoerfer, par Bénédicte Chéron, où Madame Chéron parle en l'occurrence du film Objectif 500 millions, qui met en scène le capitaine Reichaud, incarné par Bruno Kremer, qui joue donc le rôle d'un ex-militaire condamné et destitué pour ses activités au sein de l'OAS, et qui va entreprendre, avec un soldat qui a fait aussi la guerre d'Algérie, un hold-up. D'ailleurs, on a encore un thème qui est assez audacieux à aborder, c'est celui de l'OAS et de la réinsertion sociale des vétérans de la guerre d'Algérie. Bref, Bénédicte Chéron écrit à ce sujet « L'Indochine en guerre, c'était la nature oppressante et la dureté des combats. Mais là, au moins, l'homme pouvait s'accomplir. Dans les métropoles libérées de ses colonies, tout est plus confortable, mais les hommes perdent de leur droiture et de leur honneur. » En fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la virilité et devenir adulte, sur la relation entre Wilsdorf et Torrens, et qui d'ailleurs est interprété à l'écran par Perrin, puis il interprétera le frère de Wilsdorf dans le Kraftongour. Il devient adulte avec Wilsdorf, et il devient Wilsdorf dans une certaine mesure. C'est mon analyse personnelle. Bref, il y a ce regard dubitatif sur les métropoles éloignées des conflits avec le confort moderne, peut-être celui de la société de consommation où l'on a tout ce que l'on veut trop facilement et qui ne correspond pas à une société favorable à l'accès à la maturité et peut-être à la virilité. En tout cas, la droiture et l'honneur s'y dissouent. Mais là, encore une fois, c'est ma perception des choses. Pour moi, la mort de Torrens représente la fin de l'enfance ou de l'adolescence pour le passage à l'âge adulte que représente le personnage de Wilsdorf. La 317e section, c'est une griserie virile de l'homme dans la guerre et qui vont vers la mort. Vous comprenez en fait, l'homme se révèle dans le combat, dans l'aventure, et pas dans la métropole. On sent qu'il y a une relation tendue et distante entre la nation et ces hommes qui se battent pour elle. Les conflits qu'ils vont vivre sont durs, éloignés, et il y a d'autres préoccupations en France. C'est la décolonisation. On ne se bat pas vraiment pour son pays pour certains. Ce ne sont pas des héros nationaux.
pour revenir sur le thème de l'héroïsme. D'ailleurs, Wilsdorf, il a été dans la Wehrmacht par exemple, c'est pas un ancien résistant. Dans Le Crabe-Tambour, qui est donc son frère, il va être accusé de s'être rebellé et d'avoir participé avec des hommes à l'insurrection du Sud. Le Crabe-Tambour, son frère, a choisi le camp des putschistes. On est loin du héros parfait que l'on a en tête après la Seconde Guerre mondiale, ou encore du héros grec qui tue plein d'ennemis dans la gloire. C'est plus un guerrier qu'un soldat. C'est un aventurier du devoir. Voilà. Il y a une distance entre la métropole et l'Indochine, entre la France et son armée. Et là, j'aimerais vous citer un passage de Bénédicte Chéron qui est assez révélateur de cela. La représentation de l'héroïsme militaire a longtemps été le signe de l'unité de la nation dans la paix comme dans la guerre. Désormais, ces héros officiers conçoivent leur combat comme une lutte et une quête qui est d'abord personnelle dans un contexte de repli des valeurs militaires. Il n'y a plus de concordance entre ce qu'ils conçoivent comme l'accomplissement vertueux de leur devoir d'officier et ce que la nation attend d'eux. C'est édifiant. C'est un drame dans un drame. C'est la fin de la 317e section pendant une guerre de décolonisation. Mais il y a une complaisance là-dedans. Il y a une certaine admiration de ces hommes qui se battent ensemble. Schoendoerfer apporte une reconnaissance à ces hommes et porte à notre connaissance l'existence de ces hommes. Car cette histoire, comme expliqué par l'auteur, elle est arrivée à des vraies unités perdues en Indochine. Au début du livre, il écrit « Toute ressemblance avec des personnages vivants serait purement fortuite, car les hommes qui ont inspiré cette histoire sont morts. » La mort, c'est un sujet qui m'interpelle. Voilà, c'est ce rapport personnel que Schoendoerfer entretient avec le combat et la mort, sans malsénité. Ça se sent et se ressent dans la 317e section, mais aussi dans ses autres écrits et réalisations. Il aime bien ces histoires un peu désespérées où nous sommes dans le drame. Bon, après, ces sujets, c'est essentiellement nos défaites, les guerres de décolonisation et d'indépendance. Et il dit sur L'Adieu au roi, que je considère comme une version augmentée de la 317e section. Non, pas vraiment, mais il y a un lien indéniable là-dedans. En fait, le conflit est transposé. Il dit « Il y a une grandeur dans l'agonie de l'armée impériale japonaise qui me fascine. » Les Japonais ont, une fois de plus, préféré les attaques suicides à la défaite. Ils se battent pour mourir, disent les Jirais. Nous nous battons pour survivre. Les valeurs qu'on leur a inculquées ne les ont pas préparés à affronter des hommes qui font du suicide une vertu. Même leur foi, qu'ils soient catholiques, juifs ou protestants, leur rend indéchiffrable le comportement de ces adversaires qui marchent stoïquement à la mort. Et c'est peut-être cet état d'esprit de refuser de se rendre, la combativité jusqu'en boutiste qui s'incarne par la résistance face aux pires souffrances physiques et morales où la volonté idéologique dépasse le corps et l'esprit rationnel. Ce côté héroïque dans l'endurance de la douleur est d'ailleurs quelque chose qui appartient plus au christianisme médiéval plutôt qu'à l'hellénisme, plutôt qu'à quelque chose d'hellénique. C'est pas seulement la mort qu'il veut montrer, c'est cet état d'esprit de résilience, d'endurance, de fraternité qu'il a aussi, et assurément expérimenté à Dien Bien Phu. Comme vous le savez, Pierre Schoendoerfer, il est blessé à Dien Bien Phu, et il est évacué, et il va revenir. En fait, il va voir ses camarades sauter de nouveau comme Jean Perrault. Et en fait, s'il est reparti à Dien Bien Phu, c'est par dévotion pour ses frères d'armes, ses camarades. Ils partagent le même quotidien que tous ces soldats, sauf que la mission de Schoendoerfer, c'est de la pellicule. Tout ça, c'est de la fraternité pure. Il est l'un des leurs. Schoendoerfer, il va noter quelque chose de très important. Il savait finalement que c'était foutu, que c'était terminé et qu'ils allaient perdre. Il dit, contre toute raison, contre toute logique, toute intelligence, ils se sont accrochés à une lueur d'espérance. Et pour lui, c'est l'un des mystères de la condition humaine. En fait, Schoendoerfer, il a vu ces hommes sauter sur Dien Bien Phu alors que c'était complètement foutu pour rejoindre, comme il dit, des camarades qui étaient condamnés. Il y a toujours eu plus de volontaires qu'il n'y avait de place dans les avions. C'est ça le mystère de la condition humaine, selon lui. On peut dire que c'est de la fraternité, de l'abnégation, le courage, de l'honneur. Je vous rappelle quand même que dans la nuit du 7 mai, 133 hommes vont quand même sauter sur un enfer qui fait 1 km². Vous connaissez la suite, c'est la reddition à 17h30 et la captivité pour 4 mois. Et beaucoup de soldats français vont mourir. 4000 soldats français vont mourir au cours de la bataille et 7000 vont mourir en tant que prisonniers. Schoendoerfer se considère comme un survivant et comme un débiteur. Il doit quelque chose aux morts. Ce qu'il écrit et ce qu'il réalise avec la 317e section, et bien sûr le film Dien Bien Phu, c'est un devoir. Il honore sa dette qui est de prolonger le souvenir des morts et de les rappeler au grand public. Son œuvre, c'est
sa mission envers ses camarades en fait. Dien Bien Phu, c'est une défaite militaire française, mais c'est aussi la perte de milliers d'hommes, que ce soit du côté français ou du côté vietnamien. Ça a été tragique, on ne peut que déplorer toutes ces pertes humaines, comme dans n'importe quel conflit. C'est une défaite militaire, mais je le vois aussi comme une victoire morale. On retrouve quelque chose qui me fascine, c'est cette abnégation, cette volonté d'aller au combat, quelle qu'en soit l'issue, qui s'en dessine, et qui était perceptible et prévoyable. Ces hommes ont continué à se faire parachuter pour se battre sur une zone qui allait être prise par l'ennemi. C'était juste une question de temps. Mais lorsqu'on arrive à cet état d'esprit d'honneur et de fidélité, il y a quelque chose qui préserve ces hommes de la mort d'une certaine manière, car on n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait pour leurs frères d'armes et pour la France, du moins l'idée qu'ils en avaient. Ah là, ça force l'admiration. Là, j'ai envie d'écouter le concerto de l'adieu et de partir avec un mètre 49 tout défouraillé. Bon, bref. Plus sérieusement, je vais vous parler de l'héritage schoendoerférien et un petit peu de la manière dont il est perçu aujourd'hui. Schoendoerfer, il est considéré et rangé à droite. Il n'est d'ailleurs pas apprécié par la gauche qui voit en lui un néocolonialiste. Peut-être un peu moins après Dien Bien Phu, qui est un film très à gauche, réalisé sous François Mitterrand dans un contexte de réconciliation franco-vietnamienne. Je le dis évidemment sans mépris. Au contraire, c'est très bien, c'est une bonne chose qu'on puisse penser nos blessures communes. Le film est très beau et je vous invite à le voir. Beaucoup de personnes considèrent notre auteur cinéaste à droite. Quoi qu'il en soit, Schoendoerfer n'aime pas les étiquettes, même s'il exprime l'attachement très fort qu'il a pour le Vietnam, pour l'armée, pour les valeurs que sont l'honneur, la dignité, la fidélité, le courage. Il dit « Je ne suis pas un homme politique, mais un homme d'émotion ». Il n'a d'ailleurs jamais été engagé politiquement. Son fils a même déploré cela, qu'on lui colle une étiquette de militariste de droite alors qu'il est avant tout un humaniste. Bon, personnellement, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, les propos de son fils sont très importants à considérer, je pense. Schoendoerfer dit simplement « Je suis un ancien de l'Indochine et on me classifie à droite. Pour ça, ça m'exaspère ». Après, il y a le regard que l'on peut porter sur son œuvre à travers le prisme de la morale qui est totalement déformant parce qu'il y a aussi le zeitgeist, soit la morale, l'esprit du temps, l'état d'esprit de l'époque. C'est pour ça que je dis le prisme de la morale, parce que nous allons avoir une image déformée de la réalité de cet homme à travers notre époque. Et c'est pour ça finalement que je ne vais pas plus développer et faire parler les morts. Cependant, le seul recul que je souhaite encore une fois vous partager, c'est le suivant. L'intérêt pour la thématique militaire, le militarisme, elle appartient aussi à une époque pas si ancienne où la nation et l'armée, comme on l'a vu, étaient indissociables. Ces entités étaient liées et pour beaucoup, elle l'est encore aujourd'hui. Mais il y a une certaine mentalité, qui est plutôt à gauche, qui veut l'en dissocier, car elle n'apprécie pas ce que représente l'institution militaire dans son présent comme dans son passé. Du passé, faisons table rase. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État a été distant avec nos soldats, et a peu écarté l'armée, d'une certaine manière. La France ne se préoccupait que peu des combats que menaient nos soldats à l'autre bout du monde. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder comment l'institution est considérée aujourd'hui par l'opinion publique. Le diagnostic est très intéressant, n'est-ce pas? Il est édifiant même. Nous allons maintenant passer à la conclusion. La guerre d'Indochine a profondément marqué Pierre Schoendoerfer. L'Indochine, c'est pour lui la captivité, la perte de Jean Perrault après Dien Bien Phu. C'est aussi un attachement au Vietnam qui dépasse le cadre colonial, pour reprendre les mots de Bénédicte Chéron. La 317e section, c'est le passage à l'âge adulte, la virilité, la naissance d'un héros dans son œuvre, Wilsdorf. C'est la vie des soldats, la solidarité entre les hommes, l'aventure, la peur, les petites joies, la jungle hostile et belle à la fois. La 317e section, c'est l'histoire de soldats qui finissent anéantis par l'ennemi. Le livre a permis de parler d'un conflit qui est celui de la guerre d'Indochine et qui a permis à Schoendoerfer de réaliser le film qui lancera sa carrière jusqu'à ses plus belles réalisations en relation avec la tragédie que sont les guerres décoloniales. Ces courageux héros sont ou peuvent être inspirants. On peut s'identifier à eux et on peut le faire concrètement car ce sont des hommes qu'il a côtoyés, qu'il met en scène. Ce sont des hommes avec des qualités et des défauts. Schoendoerfer rend un véritable hommage à ses frères d'armes qu'il a vus mourir. Il a consacré sa vie à mettre les militaires et les aventuriers du devoir en avant, de leur redonner une existence et une attention à un public et une nation qui a tendance à les oublier. Il témoigne vraiment d'un moment où la France s'est désolidarisée de l'armée. Mais c'est aussi en ça que Schoendoerfer a servi la France, en contribuant à l'édification d'un récit national dans sa complexité. Schoendoerfer nous transmet une partie de l'histoire militaire de la France. C'est de la mémoire. Comment bien construire notre avenir si l'on oublie le passé qui sont les fondations de notre présent?
Chers amis, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lire Pierre Schoendoerfer, la 317e section, de voir le film, de découvrir ou redécouvrir cet homme et l'ensemble de son œuvre. C'est un écrivain et un cinéaste d'une richesse, d'une finesse et d'une intelligence particulière. Pour aller plus loin, je vous invite évidemment à lire Pierre Schoendoerfer de Bénédicte Chéron. Ça va vous passionner. Lisez des livres et je vous quitte sur ces images en relation avec la bataille de Dien Bien Phu et ces hommes courageux qui se sont battus pour la France, aussi courageux que ceux qui se sont battus pour le Vietnam. À bientôt. La bataille de Dien Bien Phu aura fait plus de 4000 morts chez les Français, mais c'est oublier les 7000 soldats français tombés lors de la longue marche de prisonniers qu'ils ont faite là-bas jusqu'à la frontière chinoise. De construire des abris, on n'avait pas de bois pour se protéger des éclats et des obus. Donc voilà quoi. Mais on a tenu jusqu'à ce qu'on n'ait plus de munitions, plus rien à manger. Et puis voilà, c'était l'épuisement et puis voilà. Bon, les morts étaient enterrés sur place. Un soldat doit s'efforcer de calquer son action sur celle du morpion. Cet animal sublime qui meurt mais ne décroche jamais. C'est le vieux Joffre qui disait ça. C'est pour eux, c'est pour les soldats tombés en Indochine que sera inauguré un mémorial la semaine prochaine à Fréjus. Le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Marcel Victoire s'apprête à sauter sur Dien Bien Phu. Pendant 20 ans, de l'Alsace au Sénégal, de Dien Bien Phu au Djebel algérien, il est de toutes les guerres de la France. Général de corps d'armée sorti du rang, 5 fois blessé, titulaire de 25 citations individuelles, Grand Croix de la Légion d'honneur, il fut un parachutiste hors pair et un soldat infatigable. C'est-à-dire, au lieu de lancer un stick de 24 parachutistes, on ne pouvait en parachuter que 6 ou 10, avec les barbelés, les champs de mines et tout ça, sans avoir jamais sauté en parachute avant. Et il y a toujours eu plus de volontaires qu'il n'y avait de place dans les avions. Dans la nuit du 5 au 6 mai 54, à 4 heures du matin, j'ai largué 9 malheureux sur Dien Bien Phu. C'était des volontaires. On avait fait, dans les divers régiments, on avait fait appel au dévouement, au courage, et des gens avaient levé la main et étaient partis sauter pour la première fois et la dernière fois de leur vie à Dien Bien Phu. Wisdom, on se les paye, ces viettes?